Alors, c'est une pomme. Alors, qu'est-ce qui me permet de faire ça? C'est le surcasting qui se fait implicitement. Je peux créer un objet de type pomme que j'affecte à un tableau de type fruit. Le surcasting peut se faire implicitement. Je fais la même chose pour créer une orange. Le deuxième élément du tableau, il représente une orange. Et le troisième élément du tableau représente une pomme. OK? Alors maintenant, j'ai rempli le tableau. Et après, supposons que je voudrais appeler la méthode affiche poids de tous les objets du tableau. Alors, je suis amené à faire une boucle, n'est-ce pas? Alors, pour faire une boucle sur un ensemble d'objets d'un tableau, il y a deux solutions. La première, c'est utiliser la boucle for i égale 0, i inférieur. Alors, en fait, tous les tableaux possèdent une propriété qui s'appelle length, qui permet de retourner le nombre d'éléments du tableau. Alors, pour chaque, je fais varier l'indice de 0 jusqu'à le nombre d'éléments. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les fruits de i. Supposons que je voudrais appeler la méthode affiche. Donc, j'ai créé la méthode affiche. Alors maintenant, c'est là le problème, c'est que maintenant le compilateur, est-ce qu'il a compilé ça? Oui. Mais est-ce que le compilateur, il va chercher de savoir, est-ce qu'il va appeler la méthode affiche affiche de pomme ou bien de fruits? Non. Pourquoi? D'ailleurs, c'est un tableau, il ne peut pas savoir. Parce que si i égale à 0, c'est au moment de l'exécution que les objets seront créés. Donc, il dit que donc, le compilateur ne peut pas savoir est-ce qu'il s'agit d'une pomme ou bien d'un fruit. Le compilateur, pour lui, il s'agit des fruits. Alors maintenant, est-ce que la méthode affiche existe dans la classe fruit? Non. Oui, ça marche. Mais quand on va exécuter, vous savez la réponse? Vous voyez, c'est une pomme, c'est une orange, c'est une pomme. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il y a le phénomène du polymorphisme qui est à base de late binding, qui a déterminé automatiquement quelle est la version de la méthode qui va être appelée. Mais en revanche, si vous voulez faire la même chose pour la méthode affiche poids, est-ce que ça va marcher? Non. Affiche poids. Alors bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la méthode affiche poids n'est pas définie dans la classe fruit. C'est quoi la solution? Il faut faire un sous-casting. Vers quoi? Est-ce qu'on va faire un sous-casting vers pomme ou bien vers orange? Je ne peux pas savoir. N'est-ce pas? Un tableau peut contenir soit des pommes, soit des oranges. Ici, vous avez un problème. N'est-ce pas? Alors ici, vous serez obligé de faire un test. Maintenant, il faut chercher dans Java quel est l'opérateur qui permet de déterminer est-ce qu'un objet est une instance d'une classe. Alors en fait, cet opérateur existe dans Java. Il peut être utilisé if les fruits de i. Alors l'opérateur s'appelle instance of pomme. C'est-à-dire si le fruit de i est une instance de pomme. Alors si c'est une pomme, je vais faire un sous-casting vers pomme. Alors j'ajoute une autre parenthèse ici. C'est-à-dire les fruits de i, il va être sous-casté en pomme. Else, alors vous faites la même chose, else, if, etc. On peut mettre else tout court parce qu'il n'y a que deux. Mais en réalité, il n'y a pas que les pommes et les oranges, parce que dans le modèle, il y aura d'autres fruits. Ça veut dire que vous allez avoir dans votre programme if, else, if, else, if, else, if. Est-ce que vous voyez ça? Alors, ici, donc, je fais la même chose, sauf que je fais un sous-casting vers orange. La classe. Alors, si c'est une orange, je fais un sous-casting vers orange. J'exécute mon application, ça marche. Regardez, le poids de l'orange est, le poids de la pomme est, le poids de la pomme est. Donc, c'est-à-dire que la méthode affiche poids maintenant, ça marche. J'ai résolu le problème, n'est-ce pas? Mais à quel prix? Alors maintenant, la question qu'il faut se poser.
C'est quoi la différence? Regardez, ici, la méthode affiche, je n'ai pas besoin de faire ces tests. C'est parce qu'elle est définie dans la classe fruit, c'est en fait le test se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'au moment de l'exécution, il va vérifier, il fait appel à la méthode. Alors que pour le cas de la méthode affiche poids, je suis obligé dans mon code de spécifier ces tests-là. Alors maintenant, vous allez juste comprendre une chose. Voilà la différence entre un programmeur qui sait utiliser le polymorphisme. Voilà, il va trouver par exemple des méthodes comme ça, hein, du code uniquement une seule ligne, et un autre programmeur qui n'utilise pas le concept du polymorphisme, qui ne sait pas comment l'utiliser, ben, il va trouver dans toute son application, il y aura toujours, à chaque fois qu'il veut parcourir les objets qui se trouvent dans le tableau, il va faire des tests, else if. Et là, généralement, c'est des codes à éviter. Un instant, on ne le fait que dans des situations là, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors maintenant, la question que je vous pose, est-ce que nous avons un moyen, nous, parce que nous sommes en train de faire de la conception, est-ce que nous avons un moyen d'éviter ça? Très bien. Alors, la réponse, c'est que tout simplement, du moment que la méthode affiche poids existe dans les classes pomme et orange, ben, tout simplement, je vais la déclarer dans la classe fruit. Et vous allez juste me dire, cette méthode que je vais ajouter, est-ce qu'il sert à quelque chose au niveau fonctionnel? Non. Je vais juste l'ajouter parce qu'il va me résoudre un problème qui est lié au polymorphisme. Alors, je vais l'ajouter. Alors, ce genre de méthode, généralement, c'est des méthodes abstraites. Alors, voilà l'utilisation des méthodes abstraites à nouveau, ils vont résoudre les problèmes. Donc, ça veut dire que je vais ajouter une méthode qui est abstraite, void, affiche, poids. Alors, a priori, cette méthode affiche poids, qui est abstraite dans la classe fruit, ne sert à rien. Parce que d'ailleurs, je me rappelais bien, à un moment donné, quand j'avais parlé des méthodes abstraites, vous m'aviez dit, à quoi sert une méthode abstraite? Du moment qu'elle n'exécute rien. Mais nous avons déjà la réponse, c'est que les méthodes abstraites, c'est des méthodes qu'on est obligé de redéfinir dans les classes dérivées. C'est vrai que on va les déclarer, c'est parce qu'on sera pour obligé de redéfinir. Mais maintenant, ce que vous découvrez, c'est que cette méthode abstraite, il va nous résoudre, il va nous faciliter la programmation, il va nous permettre d'exploiter le phénomène du polymorphisme. Alors, le fait d'ajouter cette méthode abstraite, qu'est-ce qui va nous permettre d'ajouter? Eh bien, tout simplement, je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, pour appeler la méthode affiche poids des fruits de i, point, affiche poids. Est-ce que le compilateur compile? Oui. Qu'est-ce que je viens d'éviter? Ben, je viens d'éviter tout un tas de codes généralement qui est difficile à maintenir parce que ça, c'est des choses généralement, quand vous trouvez dans une application if, else, if, else, if, else, if avec des objets, vous allez vous poser la question, c'est que c'est un problème de conception. Vous êtes en train de résoudre le problème d'une manière un peu très lourde. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas bien conçu votre problème. Alors, une bonne conception, c'est une conception dans laquelle on va penser également à ces méthodes abstraites, à des classes abstraites qui vont résoudre ce problème. Alors, on va exécuter. Ben, on va voir que l'application s'exécute comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ici, on a évité de faire un sous-casting, n'est-ce pas? Alors, une autre chose, c'est que parfois, vous faites le sous-casting. Par exemple, ici, au lieu de faire un sous-casting vers point, vous faites un sous-casting vers orange. Est-ce que le compilateur va vous signaler quelque chose? Non. Parce que pour lui, une orange, c'est un fruit, donc c'est correct. N'est-ce pas? Mais au moment de l'exécution, vous allez avoir une exception. Alors, cette exception qui est très connue, regardez, ça s'appelle class cast exception. Alors, il vous dit que pomme cannot be cast to orange. Parce qu'en réalité, vous avez une pomme, mais vous voulez la caster en une orange. C'est comme si vous prenez une pomme, vous dites ça c'est une orange. Alors, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça c'est des problèmes qui arrivent souvent quand vous faites le sous-casting parce que parfois le compilateur il vous souligne du code en rouge et vous dites, vous cliquez sur la petite erreur, hein? Regardez. Généralement, vous faites des choses comme ça parce que le compilateur parfois il y a cette petite. Alors là, bon, le problème ne se pose plus. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré. Voilà, donc je vais l'ignorer. Vous cliquez sur l'erreur, il vous propose, est-ce que vous voulez caster?
Vous voulez plutôt cast. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. C'était, il a casté. Mais quand il caste pour lui, parce que juste le compilateur, il veut résoudre son problème. Il veut savoir est-ce qu'il va chercher la méthode dans pomme ou orange. Mais quand il va caster, eh ben, le compilateur ne peut pas savoir est-ce qu'il va caster vers pomme ou bien orange. Vous voyez, donc par erreur, il a casté vers orange. Il vous propose juste une solution. Alors si vous le laissez, vous avez l'impression que votre programme il est correct, mais au moment de l'exécution, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de caster une pomme vers une orange. Très bien. Alors ça c'est... Donc on a résolu le problème, on a mis ça en commentaire, on a révisé notre conception, le fait d'ajouter une méthode. Alors si on avait déclaré la méthode affiche pas comme étant une méthode abstraite, ben c'est pareil que la méthode affiche. Alors cette méthode affiche dans laquelle vous avez le message c'est un fruit ne sert à rien. Est-ce que vous voyez? Alors c'est une méthode, quel est le seul moyen pour faire appel à cette méthode? Alors regardez bien, parce que ça c'est le problème. J'appelle la méthode affiche, n'est-ce pas? Alors le seul moyen pour faire appel à la méthode affiche, c'est de créer un objet de type fruit, n'est-ce pas? Or, la classe fruit c'est une classe abstraite, donc je ne peux pas créer un objet. Donc ça veut dire que la méthode affiche, je ne peux pas l'appeler. Ben, il dit que donc la méthode affiche, en réalité, c'est une méthode abstraite, n'est-ce pas? C'est une méthode qui va résoudre le problème de polymorphisme parce qu'il est redéfini dans les classes dérivées, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire, c'est une méthode qui devrait être également abstraite. Est-ce que vous voyez? Un peu. Alors, le seul moyen pour appeler une méthode qui est définie dans la classe parente qui est abstraite, c'est de l'appeler dans les classes dérivées. Par exemple, vous redéfinissez la méthode affiche et vous utilisez effectivement super.affiche. Et là, vous êtes en train de faire appel à la méthode affiche de la classe parente. Vous voyez, donc le seul moyen pour faire appel à une méthode qui est redéfinie en principe, que vous redéfinissez et que vous héritez d'une classe abstraite, c'est tout simplement de l'appeler à l'intérieur des classes redéfinies, super.affiche. Donc ça, je l'appelle. Ben, il dit quoi? Donc quand j'exécute mon application, à chaque fois que j'appelle la méthode affiche, regardez, c'est un fruit, c'est une pomme. Ça veut dire quoi? La méthode affiche de fruit s'exécute et après elle exécute la redéfinition. Alors ça, il y a des situations dans lesquelles on aura besoin de faire ce genre de déclaration, mais peu importe, ici on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, c'est une redéfinition de la méthode, et si c'est une redéfinition, alors en principe, ce genre de méthode, c'est des méthodes qui ne contiennent rien. Ben, il dit que donc s'ils ne font rien, ben, tout simplement on va les déclarer abstraites. Et on va gagner dans les deux sens. C'est que tout d'abord, on va obliger les classes dérivées de les redéfinir, et après, on va redéfinir les méthodes. Oui. On ne peut pas faire la surclassée, c'est-à-dire fruit, la classe fruit entre parenthèses, fruit. Fruit. Il est déjà fruit, donc pourquoi vous voulez, c'est-à-dire... Pour obliger le compilateur à exécuter la condition. Et oui, mais c'est ça le problème, c'est que le compilateur pour lui, même si vous n'avez pas d'ailleurs besoin de faire le casting parce qu'il sait que les fruits, c'est déjà fruit. Donc c'est-à-dire, vous voulez mettre ici fruit, c'est ça? Attendez. Non, c'est pas ici. Vous voulez dire là? Vous dites fruit. Fruit, il va rien vous dire. Parce que c'est fruit, d'accord? Et si vous exécutez, il va appeler la méthode affiche de pomme. Il ne pourra pas, pourquoi? Parce que l'objet c'est une pomme. Donc c'est qu'on appelle la méthode d'un objet qui est créé. Or, ici, ça c'est pour le compilateur, vous lui dites, tu vérifies si la méthode affiche existe dans la classe fruit. C'est ça le compilateur. Je suis juste en train de lui dire, vérifie si la méthode affiche existe dans fruit. Il va la trouver, donc il passe.
Mais au moment de l'exécution, ben, il va chercher, il va faire ce test-là. Ce test qui est caché là, if les fruits de i instance off. Donc il le fait implicitement. Donc automatiquement il fait ça. Alors ici donc on a vu que ça on n'a pas besoin de le faire. Pourquoi? De toute façon il se fait implicitement. C'est bon? Alors ça c'est ici donc nous sommes en train de parler du phénomène de late binding, c'est-à-dire derrière il y a le polymorphisme. Alors je reviens à la première science. Je vous avais dit qu'une application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Le seul moyen pour rendre une application fermée à la modification ouverte à l'extension, c'est d'utiliser les classes abstraites et les méthodes abstraites, plus les interfaces. Et s'il n'y a pas de polymorphisme, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Alors, on aura l'occasion de revenir dans des applications et vous allez voir que c'est un peu en fait l'idée. Alors maintenant, on a parcouru donc les concepts de l'orienté objet, l'objet, classe, héritage, polymorphisme, l'encapsulation, et on vient de parler du polymorphisme. Alors, on a parlé des tableaux d'objets, mais vous savez que les tableaux, ils ont quand même un inconvénient. Alors, c'est quoi l'inconvénient des tableaux? C'est, voilà, la dimension. Pour créer un tableau, vous aurez besoin de connaître la dimension, le nombre d'éléments du tableau. Il va tout simplement... Alors, pour résoudre le problème, on aura besoin d'utiliser les collections. Alors, comment utiliser les tableaux dynamiques? Alors, je vais créer une autre application. Application 2. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, mais en utilisant les collections. Alors, en fait, il existe plusieurs types de collections qui permettent, dans lesquelles on stocke des objets d'une manière dynamique. Parmi les collections, il y a une collection de type ArrayList. ArrayList, il y a une collection de type vector. Et il se trouve que la collection vector et ArrayList, ils implémentent la même interface list. Alors, par exemple, je voudrais déclarer une liste qui contient des objets de type fruits. Je vais l'appeler les fruits. Alors, bien sûr, la classe fruit n'est pas déclarée ici, donc je vais l'importer, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, je déclare que les fruits, c'est une liste de fruits. Alors, list, c'est une interface, donc je ne peux pas utiliser new list. Je vais utiliser new array list. Mais quand je mets new array list, je mets également fruits. Alors, le fait de déclarer liste entre inférieur et supérieur fruit, c'est ce que nous appelons les collections génériques. En fait, une collection générique, c'est une collection dans laquelle je spécifie le type d'objet que je vais stocker. C'est les collections génériques, n'est-ce pas? OK? Alors, à partir de GDK 5, Java 5, parce qu'en fait, avant, il y avait le GDK 1.4. Dans la version 1.4 de Java, il n'y avait pas les collections génériques. La généricité n'existait pas. Ben, il dit que donc, pour déclarer, par exemple, un tableau de fruits, on supprime ça et on écrit directement list, les fruits égale new array list. Ça marche. Mais sauf que dans cette situation, qu'est-ce qu'il considère? Il considère que les objets qui sont déclarés dans la liste, c'est des objets de type object. C'est-à-dire, il va généraliser. C'est-à-dire, il suppose que les objets, c'est des objets de type object, n'est-ce pas? Et vous pouvez travailler comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous pouvez travailler comme ça. Mais vous allez constater qu'il va quand même se ligner ça en jaune. C'est pas du rouge, c'est-à-dire c'est correct. Dans le Java 4, GDK 1.4, c'est ce qu'on faisait. Il n'y avait pas d'autre solution. Je vais quand même vous montrer ce qu'on faisait avec Java 4 et après on va voir qu'est-ce que les collections génériques vont apporter. Donc je crée ici donc une liste de fruits. Pour ajouter un objet à une liste, on va utiliser la méthode add. Les fruits.add. Non, c'est quoi ça? Les fruits.add. Ajouter un objet. Alors pour ajouter un objet, donc je peux ajouter soit une pomme ou bien une orange.
Alors pourquoi je dis ça alors qu'un autre réseau 1? C'est normal parce que il faut que j'importe. Alors j'ajoute également une autre orange. Alors sauf que maintenant, tout ce que j'ajoute là, il sera considéré pour lui, c'est des objets de type object, n'est-ce pas? J'ai pas utilisé les collections génériques. Alors si vous voulez parcourir une liste, en fait, il existe deux moyens. Donc on va utiliser la première, c'est for i égale à 0 et inférieur. Alors en fait, les collections généralement possèdent voilà, une méthode qui s'appelle size. C'est à peu près l'équivalent de la méthode len des tableaux. Et plus. Alors maintenant, je voudrais appeler la méthode les fruits. Alors la méthode pour récupérer un objet de la collection, on va utiliser la méthode get. I, c'est-à-dire fois les fruits get i, c'est-à-dire c'est le fruit numéro i. Et après, je veux appeler la méthode affiche. Alors ça, il y a un problème. Alors déjà, dans les collections qui ne sont pas génériques, c'est le premier problème à résoudre. C'est que regardez bien. Là, pour lui, la méthode get, il retourne un objet de type object. Pourquoi? Parce qu'il considère que par défaut, les objets qui se trouvent dans la liste, c'est des objets de type object. Est-ce que vous voyez? Donc pour lui, il va vous dire, regardez, la méthode affiche n'existe pas dans la classe object. Le compilateur, il ne peut pas compiler. C'est quoi la solution? Alors, votre collègue, il propose de déclarer la méthode affiche dans la classe object. Mais la classe object ne vous appartient pas, parce qu'il fait partie du système. Alors, passez vers les collections génériques. Maintenant, on ne connaît pas les collections génériques. Je suis en 1900, en 2000, là, Java 5 il est apparu, je ne sais pas quand est-ce. On va dire, je suis en l'année 2000. Il n'y a pas de collection générique, c'est-à-dire j'ai utilisé Java 4. Le casting. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour faire le casting, on est obligé de faire un test. Là maintenant, est-ce que vous allez faire un sous-casting vers pomme ou bien vers orange? Voilà. Alors si vous voulez faire un sous-casting vers pomme ou bien orange, vous faites les tests. Vous utilisez instance off. Et vous tombez dans le problème. Quel problème? If, else, if. Ou tout simplement, d'une manière intelligente, vous dites, je vais faire un sous-casting vers fruit. Parce que je sais que c'est vrai que c'est un objet de type object, mais en réalité, tout ce que je connais, c'est un. Et vous allez remarquer que là, il va compiler. Parce que ici, il va chercher la méthode affiche de fruit. Mais maintenant, au moment de l'exécution encore, il va faire le late binding. C'est-à-dire, si c'est une pomme, il appelle la méthode affiche de pomme. Si c'est un fruit, si c'est une orange, il appelle la méthode affiche de orange. J'exécute, ça marche. Si c'est une pomme, c'est une orange, c'est une pomme. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le problème? Très bien. Alors ça, c'est les collections non génériques, c'est-à-dire je n'ai pas utilisé la généricité. Alors après, le problème, c'est que ici, parfois, dans des situations, on sera amené à faire des sous-castings, souvent. Parfois, il y a des situations dans lesquelles vous serez amené à faire des sous-castings. Parce qu'ici, on ne peut pas, bien sûr, aller vers la classe object et ajouter une méthode affiche, n'est-ce pas? Parce que parfois, dans la programmation, vous héritez des classes qui existent déjà. Alors maintenant, sinon, la généricité, qu'est-ce qu'elle apporte? Ben, tout simplement, on va ajouter ici, entre inférieur et supérieur, fruit, new array list qui contient des fruits. Et vous allez remarquer déjà tout ce qui est en jaune, il va disparaître, parce que ce qui est en jaune, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il vous dit juste que vous avez ignoré un concept qui est important, vous l'utilisez. Alors, et dans cette situation-là, est-ce que je suis obligé de faire le sous-casting? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que la méthode get, il récupère un objet de type fruit. Et là, j'ai l'application qui s'exécute et qui marche sans problème. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, si on parcourt une collection avec la boucle for,
i égale à 0 jusqu'à le nombre d'éléments. Il y a un autre moyen, c'est d'utiliser en fait l'équivalent de for each. Alors dans la programmation, on peut également utiliser par exemple pour chaque fruit f de points les fruits. Alors ici donc c'est pas la boucle classique que vous connaissez et après vous mettez f point affiche. Regardez bien, ça marche. Alors ça veut dire quoi? Pour chaque fruit f de la liste des fruits. Alors quand vous avez des collections génériques, généralement vous pouvez utiliser cette boucle-là. Et ce que vous voyez là et ce que vous voyez là, c'est la même chose. Alors sauf que ici, c'est encore plus compact. Pour chaque. Ce qu'on fait ici, donc, c'est l'équivalent de la boucle for each. Hein, parce que même si on n'écrit pas le each, mais c'est à peu près ça. Pour chaque fruit f de la liste des fruits, je fais ça. Alors généralement, quand est-ce qu'on fait ça? Quand on veut parcourir par exemple toute une collection, quand vous voulez afficher, récupérer les éléments, on va utiliser donc ces éléments syntaxiques. Alors en fait, cette boucle-là, vous pouvez l'utiliser pour les collections génériques, mais également vous pouvez l'utiliser pour les tableaux, de la même manière. Alors pour le tableau, on peut également faire la même chose, c'est-à-dire pour chaque fruit f de la liste, les fruits, f.affiche. C'est bon? Ça marche. Alors donc ici, donc, je suis toujours dans la même logique. Alors maintenant, pour terminer cette partie-là, c'est vrai que je viens de vous montrer ici comment travailler avec les collections. Et la première collection que nous avons utilisée, c'est ArrayList. Mais au lieu de ArrayList, je peux également utiliser Vector. Alors, il se trouve que la collection Vector et la collection ArrayList, ils implémentent la même interface. Ça veut dire que les méthodes qui se trouvent dans Vector et les méthodes qui se trouvent dans ArrayList sont les mêmes. C'est les mêmes méthodes. Alors, on peut se poser la question, à quoi sert d'avoir deux collections qui implémentent la même interface? Alors, vous devrez savoir que les méthodes ne fonctionnent pas de la même manière. Au niveau des performances, la classe Vector, il a été créé principalement pour les applications graphiques de type Swing. Parce qu'après, on va créer des applications graphiques notamment pour créer des fenêtres, n'est-ce pas? Et généralement, quand vous êtes dans une application desktop, là où il y a par exemple des interfaces graphiques, il se trouve que la classe Vector elle est plus adaptée. Et alors que la classe Vector, elle n'est pas très performante quand vous êtes en train de créer une application multi-utilisateur. Par exemple, vous avez une application que vous allez mettre dans un serveur et à un moment donné, vous avez plusieurs clients qui vont se connecter. Alors, l'utilisation de la classe Vector dans ce genre de situation, généralement, ça donne de mauvais, c'est-à-dire en termes de performance, ça ne donne pas de très bons résultats. Donc, ce qui fait que dans la majorité des cas, on va utiliser des collections de type ArrayList pour gérer les données parce qu'elle est performante. Mais il y a des situations, notamment par exemple les interfaces graphiques, dans lesquelles vous trouverez que parfois vous serez obligé d'utiliser des collections Vector. Mais au niveau fonctionnel, c'est la même chose. Regardez, le programme, si vous l'exécutez, ça marche. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Mais si le programme s'exécute dans un environnement multithread, c'est-à-dire vous avez plusieurs utilisateurs qui utilisent la même application, et après on va parler du problème de synchronisation du thread, etc. Mais il se trouve qu'avec la collection ArrayList, c'est plus performante que la collection Vector. Donc vous voyez, donc c'est pas un problème de fonctionnel, c'est un problème de performance. Il y a une classe qui est adaptée pour des situations précises, il y a une autre qui va être adaptée dans d'autres situations. Alors voilà la raison pour laquelle vous trouvez parfois une interface, mais vous trouverez plusieurs collections qui implémentent la même interface. Pourquoi? C'est vrai que c'est les mêmes méthodes implémentées, mais c'est des versions qui sont différentes. Alors ça, c'est les collections. Vous avez les collections de type ArrayList, mais après, il existe d'autres collections. Alors ça, c'est les collections ArrayList. Voilà comment on l'utilise. La collection Vector, c'est pareil.
Alors parfois, vous serez, si vous voulez, les collections, parfois on peut convertir une collection, on peut passer d'une collection vers une autre. Et si parfois vous voulez, par exemple, parcourir une collection, on peut également utiliser une collection itérator. Alors comment on l'utilise? Vous avez par exemple une collection vector, ou bien liste, ou bien n'importe laquelle, n'importe quelle collection. Si vous voulez passer vers une collection de type itérator, on va utiliser donc la collection point, la méthode itérator. Alors en fait, il permet de convertir un objet vers une collection de type itérator. Mais pour parcourir une collection de type itérator, on utilise la condition, plutôt la boucle suivante. While